Hello, my name is Panty, and for the benefit of the visually impaired or the incredibly naive, I am a drag queen. Have any of you ever been standing at a pedestrian crossing when a car goes by and in it are a bunch of lads? And they lean out the window as they go by and shout, "Fag," and throw a milk carton at you. Now, it doesn't really hurt. I mean, after all, it's just a wet carton, and in many ways they're right. I am a fag. So it doesn't hurt, but it feels oppressive. And when it really does hurt is afterwards, because it's afterwards that then I wonder and worry and obsess over what was it about me? I mean, what did they see in me? What was it that gave me away? À l'origine, le terme drague était utilisé au théâtre pour désigner un homme ou une femme habillé avec des vêtements habituellement portés par le sexe opposé. En effet, à l'origine, les hommes jouaient le rôle des femmes car elles n'étaient pas autorisées à monter sur les planches jusqu'au XVIe siècle. To drag signifie traîner en anglais, ce qui renvoie aux longues robes qui traînaient sur le sol. C'est dans les grandes villes telles que New York, Los Angeles ou encore Paris que des bars et clubs homosexuels se sont multipliés de façon clandestine et ont permis de populariser le phénomène des drag queens, particulièrement populaire dans les années 90. C'est une pratique liée à des revendications libératrices LGBT et queer qui a débuté dans les bars et les clubs gays. Aujourd'hui, les représentations se multiplient. L'engouement est tel que même les clubs non LGBT proposent des performances de drag queen et king. You better work. RuPaul, figure de la nuit new-yorkaise depuis les années 90, a permis le retour de cet engouement grâce à la création de l'émission de télé-réalité RuPaul's Drag Race. Ce concours vise à sélectionner la prochaine superstar américaine du drag à travers différents défis. Au départ, elle était diffusée sur une petite chaîne, mais depuis 2016, on peut la retrouver dans le catalogue Netflix, ce qui permet de rendre le drag mainstream. L'année dernière, lors d'un séjour à Budapest, j'ai pu découvrir pour la première fois en vrai ce qu'était une performance de drag. J'ai tout de suite été fascinée et curieuse d'en découvrir plus sur cet univers. Cela m'a permis de me rendre compte du travail, de l'investissement et de la richesse qui en découle. Malgré le retour d'une certaine popularité et cette grande visibilité, le monde drag doit encore porter le poids des stéréotypes, des stigmates et se soumettre aux codes de beauté imposés par la société pour plaire au plus grand nombre. En France, les actes LGBT-phobes sont en augmentation de 4,8% en 2017 et les agressions physiques ont augmenté de 15% selon le rapport annuel de l'association SOS Homophobie. Le fait d'assister à diverses performances de drag queen a constitué une première approche nécessaire et enrichissante pour moi afin d'appréhender cette problématique. D'autres sources sont venues enrichir mes connaissances. Le fameux concours RuPaul's Drag Race, l'épisode de la série Étiquette sur les stéréotypes sur les drag queens et kings, ainsi qu'un débat organisé par Le Monde, Drag, Voguing, les cultures queer sont-elles menacées par leur popularité? À travers mon installation, l'objectif est donc de confronter la société aux discriminations faites envers ce groupe, afin de brandir un message de tolérance et de liberté. Mon installation sera composée d'une grande vitrine transparente, une sorte de bloc rectangulaire à taille humaine, à l'image de celle que l'on peut retrouver dans les musées. Ici, ce ne sont pas les célèbres tailleurs de Gabrielle Chanel, ni les armures d'époque qui seront exposées, mais bel et bien une drag queen. I have one thing to say. You better work. Cette dernière posera à l'intérieur de ce bloc, dont les façades seront recouvertes d'insultes, injures et toute forme d'agression verbale par lesquelles elles peuvent être touchées au quotidien. Cette vitrine rectangulaire représente la case dans laquelle on met cette communauté. C'est une métaphore de la stigmatisation, la discrimination, la mise à l'écart. Elle a aussi pour but de mettre en avant et valoriser cette culture, cet art, tout comme le font les expositions d'œuvres au musée. L'installation aura lieu dans un espace public afin que les passants puissent tourner autour de l'installation, lire les propos inscrits et observer cette sorte de statue. J'ai décidé de l'édifier place René Cassin, dans le 1er arrondissement de Paris, pour sa proximité avec des lieux emblématiques de la culture LGBT, tels que le quartier du Marais, ou encore les rues Sainte-Anne, Saint-Denis et Montorgueil, berceau des premiers clubs homosexuels. Cette place est aussi stratégique, dans le sens où elle est proche de Châtelet,
lieu de passage et de rendez-vous très fréquenté par toutes sortes de populations. Cette place circulaire est cernée par l'église Saint-Eustache, ce qui rend le lieu encore plus pertinent, car cela permettra de confronter deux communautés opposées par leurs mœurs et leurs codes. Et c'est contre nature, la colère de Dieu va s'abattre sur la France. Sur cette place, on y trouve également une sculpture d'Henri de Miller, l'Écoute. C'est un visage androgyne, dépourvu de virilité, qui déstabilise et invite au questionnement. Cela permettra de renforcer la question de genre et de représentation.